Nous, Arcus, on est au service de l'armée de terre depuis plus de 100 ans. Notre mission, c'est de protéger les soldats et de leur apporter la mobilité pour exécuter leur mission. Donc je dirais du point de vue interne d'Arcus, de ses salariés, il n'y a aucun problème. Au contraire, on se sent encore plus engagé par cette mission sacrée. Et le but, c'est de faire aussi simple, aussi rustique, aussi performant que les flottes anciennes, mais évidemment en embarquant des prestations, de la technologie discrète mais quand même importante pour justement améliorer ses performances. Je passe un quartier libre avec le patron du principal fabricant de véhicules blindés en France. On peut dire que c'est un fabricant d'armes. C'est Emmanuel Levaché. Il dirige le groupe industriel Arcus, anciennement Renault Truck Défense. Si vous êtes militaire, vous êtes forcément monté dans l'un de ces engins, le VAB, le VLRA, les Griffons ou les Jaguars. Alors, je vais lui poser les questions d'un soldat qui utilise ces véhicules et l'interroger sur l'avenir des engins de guerre terrestre. Vous êtes dans Quartier Libre, le podcast du soldat qui discute avec des leaders civils et militaires. Je suis le capitaine Brault, B-R-A-U-L-T. Mais maintenant, c'est parti pour cette conversation avec Emmanuel Levaché. Quartier Libre. Emmanuel Levaché, merci de nous accueillir dans votre usine de Garchizy. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Bonjour mon capitaine, très ravi déjà de vous accueillir sur ce site Arcus ici à Garchizy, à côté de Nevers. C'est une de nos principales usines en France et c'est ici que nous fabriquons en particulier les caisses blindées. Donc c'est là qu'on soude l'acier blindé, qu'on fabrique donc ce qui va permettre de protéger les soldats dans les véhicules blindés, mais également on fait toute la logistique. Dieu sait si c'est important aujourd'hui, la logistique pour les pièces de rechange qui vont permettre d'assurer la maintenance de l'ensemble des flottes en service en France et dans le monde. On fait également, historiquement, sur ce site, la maintenance et la réparation des VAB, les fameux VAB 4x4 qui sont bien connus de tout l'armée française, mais aussi de beaucoup d'armées dans le monde. C'est ceux sur lesquels j'ai travaillé personnellement. Et juste avant que je quitte mon régiment, on a perçu des nouveaux matériels. Donc Jaguar, Griffon, on va en parler plus tard dans l'interview. Mais donc d'abord, pour être sûr, là, les véhicules qu'on a derrière nous, donc vous dites c'est surtout les caisses et tout le matériel de rechange qui est fabriqué ici. Exactement. Alors on a une autre usine principale à Limoges où on fait l'assemblage en fait final de ces véhicules et une troisième usine à Saint-Nazaire qui est spécialisée dans le maintien en conditions opérationnelles. Parce qu'il faut savoir qu'Arcus, évidemment, c'est un fabricant de blindés. On a coutume de dire que 90% de ce qui roule sur des roues dans l'armée de terre française, ça vient de près ou de loin d'Arcus et de ses ancêtres, j'allais dire, donc de Renault Trucks Défense, de Panhard, d'Akmat, donc qui sont des entreprises qui ont fusionné pour devenir Arcus, mais également on fait du service, et ça c'est extrêmement important. La moitié de notre activité, c'est de la maintenance, du MCO, de la régénération, donc on reconstruit, on reconfigure, on rétrofit et on améliore les véhicules pour leur donner une deuxième vie, une troisième vie. Et là, j'ai vu que vous venez de remporter un gros contrat puisque vous allez délivrer 7000 véhicules de logistique, donc des camions. C'est ça qui va remplacer les GBC que moi j'ai bien connus. Ouais. Voilà, alors effectivement, dans les gammes Arcus, historiquement, vous avez les blindés, donc on en voit quelques-uns autour de nous, mais aussi les matériels logistiques, en particulier les camions de toutes sortes, qui étaient issus des gammes Renault ou des gammes Akmat. Et effectivement, on renouvelle, enfin l'armée renouvelle ces camions logistiques et tactiques. On va fabriquer d'ailleurs une série de camions pour les carburants, donc les camions citernes de nouvelle génération. Et effectivement, ce à quoi vous faites allusion, c'est le dernier marché qu'on est en passe de remporter, effectivement, pour le renouvellement de 7000 camions tactiques dits PL 6 tonnes, donc le poids lourd de 6 tonnes de charge utile. Donc effectivement, c'est un marché très intéressant pour nous, puisque ça va permettre de renouvellement de ces parcs et bien sûr de donner la logistique tactique à l'armée de terre pour pouvoir se déployer partout dans le monde et en Europe y compris. Donc vous dites 90% des véhicules de l'armée française sont produits en partie ou en totalité par Arcus. Finalement, ce sont des armes terrestres de combat, de transport de soldats. Est-ce qu'on vous a déjà embêté, attaqué, critiqué pour cette activité
quelque part, de fabricants de ces armes? C'est une vaste question. Vous savez, on vient d'une histoire ancienne. Hein. Nos grands ancêtres, c'était Renault, Panhard, qui ont créé l'industrie automobile à la fin du 19e. Très vite, ils ont compris, évidemment, et les armées ont compris l'intérêt qu'il y avait à utiliser l'automobile comme système d'armes. Évidemment, ça a été accéléré par la Première Guerre mondiale avec l'apparition des premiers chars, dont le char Renault FT, qui était le premier finalement, qui a été surnommé le char de la victoire et qui était une des premières innovations en matière de cavalerie légère blindée. Alors, est-ce qu'on est embêté pour ça? Je dirais pas vraiment. C'est-à-dire, en tout cas, nous, Arcus, on est au service de l'armée de terre depuis plus de 100 ans. On a l'habitude, évidemment, et on est très proche de notre donneur d'ordre, de notre client, de nos utilisateurs pour comprendre leurs besoins. Notre mission, c'est de protéger les soldats et de leur apporter la mobilité pour exécuter leur mission. Donc je dirais du point de vue interne d'Arcus, de ses salariés, il n'y a aucun problème. Au contraire, on se sent encore plus engagé par cette mission sacrée. Alors après, dans le monde dans lequel on vit, ça a varié dans le temps, mais il a pu se faire à certains moments que des parties de la société, des ONG ou des associations pouvaient critiquer le fait de fabriquer des armes. Et c'est pas uniquement contre nous, bien évidemment. Je crois que ce temps, il a leur rôle et si c'est leur, si c'est leurs idées, leurs idéologies. Bon, moi, c'est pas ça que je partage évidemment, mais je peux vous dire quand même que ces temps, ils ont beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, je pense, depuis les attentats, depuis la première annexion de la Crimée, puis ensuite évidemment la part de guerre chaude sur le continent européen. Donc bien évidemment, je pense que les mentalités ont beaucoup évolué, y compris d'ailleurs des pays qui étaient neutres ou un peu hostiles sont entrés dans l'OTAN, comme la Suède par exemple, et des parts entières de la population ont pris le virage. Hein. Maintenant, il faut se mobiliser pour défendre le pays, pour défendre aussi notre système de valeurs. Et je pense que ça fait quand même une grande unanimité, en tout cas dans la société française. Donc vous avez jamais eu un ingénieur ou un employé qui questionne, qui se pose des questions éthiques sur son métier, sur les missions qu'on a ici? Alors oui, bien sûr. Et d'ailleurs, comme vous le disiez justement, chacun est dans son rôle et chacun a tout à fait le droit de se poser les questions. D'ailleurs, c'est bien de les poser quand on s'en pose. Mais en fait, quand un ingénieur ou un salarié, un ouvrier rejoint Arcus, il sait ce qu'il va faire. C'est-à-dire, en entrant, il s'engage d'une certaine façon dans l'industrie de défense, donc au service de la défense du pays. Donc, je pense cette interrogation, elle est traitée avant même que les gens rentrent. Après, quand ils rentrent, ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font, et d'ailleurs, ils en sont fiers. Je pense que c'est aussi important de le souligner. Et puis quand on voit des engins comme ceux-là derrière, j'imagine qu'il y a une vraie fierté pour ceux qui les conçoivent. Je reviens au GBC, donc ce véhicule de transport, de logistique que tous les soldats connaissent, qui est un des plus vieux véhicules, qui est aimé aussi des soldats parce que nous, ce qu'on dit, c'est que ça monte aux arbres, un GBC. En 2026, qu'est-ce qui fait, comment on améliore ce GBC? Qu'est-ce qui fait le camion moderne par rapport à ce qu'on a connu? C'est une très bonne question parce que c'est d'ailleurs des sujets qui portent à débat. Il y a encore quelques années, on était plutôt à la recherche de l'innovation technologique, aller plutôt vers des systèmes très sophistiqués, vers le haut du spectre. Aujourd'hui, je pense qu'on est revenu à des choses finalement assez simples. Et le but, c'est de faire aussi simple, aussi rustique, aussi performant que les flottes anciennes, mais évidemment en embarquant des prestations, de la technologie discrète mais quand même importante pour justement améliorer ses performances. Alors le futur camion qui remplacera le GBC, il sera plus puissant, il sera plus mobile, il embarquera un certain nombre aussi d'aides à la conduite qui permettront aux soldats et aux opérateurs d'être beaucoup plus à l'aise pour le conduire. Et à la fin, ça reste une mule, hein, avec, on le dit avec fierté, c'est-à-dire c'est la bête à tout faire de l'armée de terre. Donc il faut qu'elle soit versatile, il faut qu'il prenne tout un tas de carrosseries, qu'il soit capable de transporter des hommes ou des marchandises, qu'il passe sur tous les terrains et qu'il soit facile à réparer. Ça aussi, la maintenance, hein, la capacité de réparer facilement, ça reste aussi une priorité pour nous. C'est clé. Je pense que vous allez rassurer beaucoup de soldats qui ont vécu. On le dit d'emblée. Moi, j'ai tendance à pas nier certains faits comme cela.
On a des soldats qui ont vu beaucoup de technologies tout d'un coup arriver, presque cette idée d'un ordinateur sur des roues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mes camarades qui sont à la tête de compagnie, ils me disent tout ça. Ils me disent on a besoin de véhicules qui d'abord sont des véhicules rustiques, qui tiennent dans la durée, qui sont réparables. Ça, c'est quelque chose que vous avez entendu sur notamment certains véhicules que vous créez. On pense que c'est notre ADN déjà, puisque les gens de Panhard ou de Renault, historiquement, ils faisaient des choses assez costauds, assez rustiques, aussi tournés vers les théâtres d'opération extérieurs, y compris dans des milieux très hostiles, très chauds, très froids, etc. Donc c'est notre ADN. Après, c'est vrai que par les temps qui courent, c'est difficile de rester simple, parce que l'électronique est partout. Donc vraiment on cherche en fait cette simplicité. Je ne sais pas si on l'atteint toujours. Encore une fois, je ne veux pas faire de fausses promesses, mais en tout cas, c'est un souci permanent pour nous de rester sur cette rusticité et cette facilité d'entretien et de réparation. Bon, j'espère que vos collègues et nos amis opérateurs de ces futurs matériels pourront le confirmer. Après, je rentrerai peut-être plus spécifiquement dans les critiques qui peuvent s'adresser à des matériels comme le Griffon Jaguar, on va y revenir juste après. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que vous dites sur la partie logistique, parce que quand on s'intéresse notamment à ce qui se passe en Ukraine et qu'on regarde les rétextes de ces guerres-là, on se rend compte que, alors oui, il y a des drones, les drones, mais je lisais un texte intéressant d'un gars qui expliquait que d'abord, c'est une guerre de capteurs, et donc, juste pour remettre les choses en place par rapport à ceux qui critiquent le fait que certains véhicules sont trop technologiques, d'un autre côté, c'est clé dans la guerre aujourd'hui d'avoir des véhicules qui sont des capteurs géants, qui sont capables de prendre en compte la situation tout autour d'eux. Donc ça explique ce côté tech qu'il doit y avoir aussi. Et c'est un peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire comment comprendre son environnement, l'appréhender au travers de tous ces capteurs, comment aussi être le plus discret possible. Donc d'ailleurs dans cette furtivité en fait qu'on recherche sur ces plateformes qui sont très vulnérables évidemment à ces nouvelles menaces, ça incorpore effectivement déjà des notions aussi de compacité, de mobilité, c'est-à-dire comment on s'échappe de situations difficiles, mais aussi de protection passive et de capacité à lutter contre les nouvelles menaces. On en reparlera sûrement, en particulier la lutte anti-drone, parce que nous on est dans en fait cette équation éternelle entre le bouclier et l'épée. Nous, on est plutôt du côté du bouclier, mais malgré tout, sur nos engins, pour renforcer l'efficacité du bouclier, il faut être capable de contrer les nouvelles menaces. J'ai vu que vous avez, on peut en parler maintenant, vous avez ce programme Hornet qui cherche à adresser la menace des drones sur les véhicules. Là, pour poser le débat, une des grosses critiques qu'on fait aux engins high-tech, aux gros blindés très sophistiqués, c'est qu'un drone à $300 peut les détruire, et c'est ce qui s'est passé notamment avec les T-90 russes. Mais en même temps, vous développez de l'armement pour faire face à cette menace. Oui, alors c'est effectivement la dissymétrie entre les effecteurs qui permettent de finalement menacer des plateformes extrêmement coûteuses et sophistiquées. Alors, en fait, ce qu'on essaie de faire, dans une logique toujours un peu incrémentale et rapide, de boucle courte, d'innovation, d'utiliser des systèmes existants dont les armées sont dotées. Le Tourello T1 Hornet qui équipe d'ores et déjà le Griffon pour lui apporter quelques capacités supplémentaires qui vont lui permettre de faire de la lutte anti-drone efficacement. Alors c'est de la lutte anti-drone non spécialisée, c'est-à-dire tout le monde, n'importe quel fantassin dans le blindé peut opérer ce système. Mais ça consiste en quoi ce système ? Alors ça consiste en fait à ajouter au Tourello une capacité de détection, un petit radar, un radar qui tourne, donc ça permet aussi de détecter à 360 degrés, un système de tracking donc qui permet de voir la cible et de la suivre, et ensuite un système d'assistance au tir qui permet donc de tirer, et la rafale se déclenche au moment où le drone est vulnérable. On a fait les premiers essais récemment à Suippes, là, il y a quelques jours, de façon très conclusive, puisqu'on a abattu tous les drones qui se sont présentés à la 7,62 ou à la 12,7. C'est-à-dire, c'est pas une arme spécialisée, c'est pas une arme qui utilise des munitions coûteuses, c'est vraiment l'arme de tous les fantassins, tous les véhicules, et ça permet en fait une protection contre les drones en phase finale d'approche. C'est de la protection courte distance. Alors c'est pas exclusif d'autres types de protection, mais ça permet au moins à chaque véhicule, à chaque section, d'avoir sa protection anti-drone.
Donc j'espère qu'on pourra. J'ai jamais vu à l'œuvre, mais c'est tout nouveau, mais c'est juste pour illustrer ce que vous disiez, l'innovation frugale, mais une innovation aussi rapide et une réaction rapide aux menaces nouvelles, sans passer par des grands programmes qui vont prendre des années à être développés et qui parfois, quand ils arrivent au bout, sont déjà obsolètes avant d'avoir été lancés. Et alors ça c'est pour la partie tech. Vous avez utilisé plein de mots qui plaît à un militaire sur le terrain, frugalité, rusticité, notamment la question de la réparation. Comment on fait aujourd'hui avec toutes ces technologies pour derrière s'assurer que les opérateurs sur le terrain sont capables de réparer leurs machines, moi je suis un étudiant en histoire, j'aime beaucoup par exemple l'histoire de la Seconde Guerre mondiale où on voit que le char Abrams, une de ses supériorités sur le terrain, c'est le fait que quand il tombait en panne, les Américains à bord, ils étaient capables de le réparer eux-mêmes, parfois d'aller prendre une pièce à droite à gauche. Ou la Jeep, fameuse. Exactement, des trucs qui montaient aux arbres, qui duraient. Ça, c'est toujours dans vos valeurs. Et comment vous ajoutez cet esprit dans la construction de ces appareils? Alors, comme je disais, l'esprit est là, la réalité elle est souvent plus complexe puisque il y a quand même de fait de l'électronique dans les véhicules, y compris dans les moteurs, etc. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, donc soit on peut réparer facilement. Ça reste possible avec des véhicules très rustiques, par exemple le VLERA qu'on continue à produire pour l'export et qui est un des rares véhicules non électronisés sur le marché. Mais quand on va sur des véhicules plus sophistiqués, vous citiez par exemple le Griffon, le Jaguar, là évidemment c'est plus complexe. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt un peu comme dans l'aéronautique, de pouvoir remplacer des modules complets. C'est-à-dire la maintenance opérationnelle sur le terrain, le maintenancier, il va pouvoir en quelques heures sortir complètement le moteur et le remplacer par un module qui fonctionne. Donc c'est pas que le moteur lui-même est plus simple, mais c'est la procédure en fait de réparation qui peut être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Mais ça suppose évidemment que bien sûr les maintenanciers d'abord des moteurs en stock et ensuite que l'infrastructure soit mise en place pour pouvoir faire ces opérations. Donc des modules, des kits qu'on est capable de désosser, remplacer. Absolument. Ah, intéressant. Alors, vous avez évoqué ces fameux programmes d'armement qui, dans les armées, font couler beaucoup d'encre, de salive. C'est normal quand on est l'utilisateur final. Nous, on est les premiers à employer ces objets qui sont développés parfois des années avant. Donc, on a la critique facile aussi, et c'est normal. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe de A à Z? L'état-major de la défense a décidé qu'il fallait remplacer le VAB. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Alors le processus classique, c'est que l'armée exprime ses besoins. Les besoins sont centralisés, on va dire, au sein de l'EMAT, de l'EMA pour exprimer l'état-major des armées, pardon, pour les sigles, mais donc qui permet donc de bâtir en fait un cahier des charges. La DGA en fait centralise ses besoins et construit un cahier des charges. Donc la DGA, juste je cite les sigles. La Direction générale pour l'armement, voilà, qui en fait consolide ses besoins dans des cahiers des charges et qui vont servir de base quand la DGA va lancer des appels d'offres. Donc ça peut se passer un certain temps, effectivement, et l'appel d'offres va être lancé. Si éventuellement une mise en concurrence va être organisée, ou pas si c'est un matériel très spécifique. Ensuite, l'industriel, celui qui gagne le marché, va peut-être rentrer dans une phase de développement pour pouvoir développer le produit attendu et ensuite le produire et le livrer avec tout son accompagnement de documentation et de maintenance. Donc, ce cycle-là, il peut être relativement long. Je prends un exemple, Griffon, que tout le monde connaît. On a signé le marché en 2014. Le premier Griffon a été livré aux armées en 2019. C'était un temps relativement court pour le développement d'un véhicule aussi complexe. Mais la phase amont, elle a duré lors de 10 ans, entre les premières ébauches et les premières idées discutées avec les armées et la DGA et la passation du marché. Donc si vous ajoutez les 10 ans plus les 5 ans, et ce sera passé en gros 15 ans entre les premières idées et la livraison du premier véhicule. Ensuite, il faut des années pour le produire. Il y a des phases bien sûr après de maintenance. Donc c'est des cycles de vie qui sont extrêmement longs
Et donc, il faut qu'on puisse, alors juste un mot, il faut qu'on puisse faire des produits évolutifs, c'est-à-dire des produits qui ont une base, qui est ce qu'elle est, et qui peuvent être améliorés, qui peuvent intégrer des nouveaux systèmes et qui peuvent être éventuellement régénérés dans sa vie. C'est ce qui a été le cas, par exemple, pour les VAB. On parlait des VAB. Au départ, c'est un véhicule assez rustique conçu pour la guerre froide et qui a beaucoup évolué, qui a pris du système, qui a été mieux protégé, qui a été adapté pour des missions pour lesquelles il n'était pas conçu à l'origine. Au début, c'était plaide de l'Est pour la guerre froide, et à la fin, il a fait des opérations en Afghanistan, au Sahel, etc. D'ailleurs, sa dernière version, en tout cas que moi j'ai connue, le VAB Ultima, c'est ça. Avec ce châssis qui est beaucoup plus résistant aux engins explosifs sur lesquels les véhicules pouvaient rouler. Bon, il faut dire merci à l'ingénieur qui a conçu ça, parce que je pense qu'il en a sauvé des vies. Il en a sauvé des mecs, ouais. C'est clair. Et c'est vraiment notre préoccupation, mais aussi notre travail. C'est-à-dire, on prend ces rétex, retour d'expérience, et on essaye de trouver des solutions. Alors, tout n'est pas toujours possible, hein. Mais par exemple, aujourd'hui, un autre véhicule que tout le monde connaît très bien dans l'armée, c'est le VBL, petit véhicule blindé léger, et bien sûr assez ancien aussi, conçu à la fin des années 90 ou dans les années 90, et qu'on est en train de régénérer dans une version Ultima ou régénérée, ça s'appelle VBL Lair, VBL régénéré, et on a augmenté justement son niveau de protection. C'est un véhicule qui est très apprécié pour sa mobilité, sa furtivité, mais effectivement qui était assez peu protégé, parce qu'à l'époque, très bas. Voilà. Donc on l'améliore et on lui donne des capacités nouvelles pour le protéger davantage. Comment vous organisez cette boucle de rétroaction entre quelqu'un comme moi ou un autre soldat ou même le pilote du véhicule qui vous envoie du feedback? Comment vous nourrissez cette machine-là? Alors la machine officielle, c'est via la DGA. Et via la Direction Générale de l'Armement, qui fait du rétex, qui fait avec l'unité de gestion en fait de ces programmes. Mais ensuite, on a aussi un certain nombre de contacts évidemment directs avec les forces, que ce soit en direct avec certains régiments où on a un rétex direct. Hein. Personnellement, par exemple, j'ai eu le privilège d'ailleurs d'aller 2 fois à Barkhane, au Mali, donc pour aller voir, et dont une mission d'ailleurs pour avoir les premiers rétex du Griffon en opération quand il a été déployé à Barkhane. Et dans ces occasions-là, évidemment, avec d'autres industriels, on est en contact direct avec les forces, avec les maintenanciers, avec les officiers. Donc on parle évidemment directement de qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Et puis on a aussi, bien sûr, au travers des organisations de l'armée de terre spécialisée, en particulier la section technique de l'armée de terre, la STAT, qui aussi gère justement les faits techniques, les améliorations possibles, qui nous sollicitent ou nous poussent aussi à faire des petits patchs, ou des petites améliorations pour intégrer tel ou tel système. Voilà. Donc il y a beaucoup d'interfaces en fait entre nous et les armées à tous les niveaux. Je reviens sur les dates temporelles que vous avez données sur ces programmes qui sont très longs. Là, aujourd'hui, face à l'enjeu d'aller vers une économie de guerre, d'être capable de monter, de changer d'échelle et de fabriquer en masse, comment on accélère ce processus ? Alors, on est déjà dedans depuis quelques années. Vous savez que ce concept d'économie de guerre, il avait été lancé par le président de la République à l'ouverture de l'Eurosatory de 2022. Donc, c'était juste après le début de la phase actuelle de la guerre en Ukraine. Et donc, il a sollicité, et tout le monde a sollicité les industriels pour accélérer. Le but, c'était de produire plus vite, moins cher. Donc c'est évidemment pas toujours évident d'atteindre les 3 objectifs en même temps, mais clairement l'industrie s'est mobilisée. Alors nous, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On a investi dans nos usines, comme celle-ci par exemple, pour augmenter nos capacités de production, acheter des machines, des outils, etc. On a constitué quelques stocks aussi pour pouvoir aller plus vite quand on nous commande un blindé. On a déjà les tôles blindées par exemple qui sont déjà approvisionnées. Ça nous permet de passer tout de suite à l'étape soudure, etc. On a embauché
parce que un des sujets, c'est bien sûr la ressource humaine, donc des ouvriers, des techniciens, pour pouvoir aller plus vite et produire davantage. Et on a aussi, alors ça c'est un sujet qui est toujours d'actualité, solliciter nos fournisseurs, parce qu'en fait, là vous êtes chez un constructeur de véhicules, mais dans les véhicules que vous voyez autour de vous, il y a beaucoup de parties achetées, de pièces achetées à nos fournisseurs. Et souvent, on a des fournisseurs, certains sont très performants, d'autres sont un peu plus fragiles, et quand on accélère, parfois il y en a quelques-uns qui ont du mal à suivre. Or, pour faire un véhicule comme ça, il faut que toutes les pièces soient dans l'usine, sinon ça marche pas. Donc tout ça, ça a été un processus qu'on a lancé il y a bientôt 4 ans, qui commence à porter ses fruits. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans nos usines, on a la capacité de produire encore davantage. Bien sûr, ça veut dire aussi qu'il faut les commandes correspondantes. On a aussi des activités à l'exportation, pas uniquement pour la France. Donc tout ça combiné, ça nous permet d'accroître en fait notre production. Donc plus vite. Moins cher, évidemment, ça va aussi avec le plus. C'est-à-dire, plus on a des quantités importantes à produire, plus on peut réduire les coûts. Alors, plus vite, moins cher et plus européen. Est-ce qu'on réussit, là, dans tous les fournisseurs que vous avez mentionnés, est-ce qu'on arrive à faire revenir ces savoir-faire et à construire une arme qui, de bout en bout, est... Je vous pose la question d'abord, est-ce qu'on arrive à la produire de bout en bout française? Et ensuite, est-ce qu'on y arrive au moins à l'échelle européenne? Oui, c'est une bonne façon de le présenter. En fait, historiquement, nous, on est très centré sur des fournisseurs français. 90 à 95% de nos fournisseurs sont basés en France. C'est plus que, pardon, mais si on compare à un véhicule normal, c'est beaucoup plus. Un véhicule civil est beaucoup plus dépendant de fournitures européennes, voire beaucoup plus lointaines. Alors nous, on est historiquement sur des petits volumes et des véhicules très spécialisés, donc on a des fournisseurs plutôt locaux. Mais effectivement, on a aussi des fournisseurs européens. Dans la mécanique, il y a pas mal de fournisseurs en Allemagne, par exemple. Donc, effectivement, on a des fournisseurs en Europe. Ce qui est juste néanmoins, c'est que quand vous descendez, en fait, au niveau -2, niveau -3, il peut se faire qu'il y ait des petits composants, sous-composants, matières premières ou autres qui viennent d'ailleurs. Et c'est le problème aujourd'hui en termes de souveraineté, c'est de pouvoir d'abord savoir de qui et de quoi on dépend. Composants électroniques, terres rares, ça a été beaucoup évoqué, mais certaines matières premières, on est souvent dépendant de la Chine, malheureusement, et j'allais dire assez indirectement. Mais au bout de la chaîne, il y a un petit connecteur, un petit truc qui est important pour construire un système. Voilà, le connecteur, il vient de Chine, il vient d'Inde. Est-ce que ça peut empêcher la construction du reste du véhicule? Théoriquement, oui. Alors c'est pour ça qu'avec la Direction générale pour l'armement, on regarde vraiment dans le détail des chaînes d'approvisionnement pour voir où est-ce qu'on a des dépendances et essayer de les compenser ou de les annuler. Vous avez dit que vous étiez parti donc au Mali voir vos propres matériels. Oui, entre autres. Est-ce que vous êtes parti à l'Est voir ce qui se passe dans le conflit en Ukraine? Tout à fait, j'ai eu l'occasion d'aller en Ukraine. Alors je suis pas allé sur la ligne de front, mais bien sûr rencontrer des industriels, des militaires, que ce soit militaires étrangers ou ukrainiens, et on écoute beaucoup. Et aussi mes collègues se rendent régulièrement sur place. On écoute beaucoup ce qui se passe. On regarde évidemment toute la littérature et tous les rétextes qu'on peut avoir sur le champ de bataille ukrainien, qui est quand même on peut dire malheureusement, mais c'est le cas, un laboratoire de l'évolution du champ de bataille. Donc on le regarde avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous êtes pris une claque sur des choses que vous avez vues là-bas? Oui, dans le sens, oui, c'est claque, ou on peut dire aussi un réveil. Enfin, on se réveille, on se dit bon, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure en matière d'innovation. Il faut qu'on sorte un peu d'une certaine routine, d'un certain confort. On sait que nos plateformes, elles sont vulnérables. Donc, comment on fait pour les rendre moins vulnérables? Les plateformes, les essieux, en fait, c'est ça donc. Tout ce qui roule, tout ce qui bouge, tout ce qui bouge sur le champ de bataille, que ce soit des véhicules, des hommes, etc., est vulnérable. Donc, comment on fait, comme vous le disiez, pour déjà avoir une meilleure appréhension du champ de bataille en termes de capteurs, etc. Et après, comment on fait pour que les plateformes soient utilisées de façon, j'allais dire, réaliste, utile sur le champ de bataille. Donc il y a beaucoup de sujets en ce moment. Vous avez un exemple d'une chose que vous avez vue à l'Est en Ukraine qui vous a marqué et qui vous a fait dire qu'il fallait changer certaines manières de faire chez vous?
Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Par exemple, la protection du toit des véhicules. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai que nos véhicules, historiquement, ils sont conçus pour être protégés autour. Ouais. Maintenant, depuis les IED, enfin les engins explosifs, dessous. Ouais. Et maintenant, il faut qu'ils soient aussi protégés dessus. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en termes de conception, sur les futures générations, on va avoir ça en tête. Donc, comment déjà blinder le toit, comment avoir des dispositifs qui permettent d'éviter d'être touché. Les câbles, voilà. Alors, comme on voit sur les images. En ce moment, c'est les cages, les câbles et tout un tas de trucs qui sont un peu en mode réactif. Mais quand on ira un peu plus loin, peut-être encore une fois des systèmes actifs qui permettent soit de brouiller, soit de détruire les drones en approche. Mais ma question, c'était plutôt dans le... Alors, il se trouve que dans le podcast, j'ai invité un jeune soldat ukrainien, Vadim, je vous enverrai le lien si ça vous intéresse. Il m'a raconté ce que c'est que l'innovation. Oui. Tout à l'heure, vous parliez du glaive et de l'épée et de ces cycles qui sont hyper rapides entre lui, qui est opérateur drone, en l'occurrence Vadim, et l'arrière. Et parfois, c'est des femmes à l'arrière du front qui fabriquent les drones, etc. Qu'est-ce qui vous a frappé dans leur manière de faire? Ça, c'est clair. La vitesse des cycles et aussi la décentralisation des achats. Alors, c'est pas forcément complètement voulu. C'est-à-dire que chaque brigade est relativement autonome, mais parce que aussi c'est un petit peu dans l'urgence en fonction de leur situation tactique, pour se procurer les moyens, effectivement acheter ou bricoler des moyens, des drones avec l'arrière, mais qui est lié à telle ou telle partie du front, telle ou telle brigade. Donc il y a une sorte de décentralisation extrême. Alors c'est un peu décentralisation, j'allais dire un peu subie aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que pour aller très vite, il faut laisser de l'autonomie au plus proche du terrain. Et je pense que ça a été bien d'ailleurs compris et intégré par les nouvelles visions que porte d'ailleurs le CEMAT, le chef d'état-major de l'armée de terre, pour justement essayer de donner un peu plus de moyens au régiment et d'avoir aussi une sorte comme il dit, de commandement par l'intention. Ce qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'il faut laisser aussi de la délégation d'autonomie au terrain. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un livre que vient d'écrire le chef d'état-major de l'armée de terre qui s'appelle Le sens du commandement, et il parle du commandement par l'intention. Donc le fait non pas de dire aux gens comment ils font les choses, mais ce qu'ils doivent accomplir ou l'effet qu'ils doivent délivrer. Exactement. Et après, ils se démerdent pour trouver la manière de le faire. Est-ce que finalement, il faudrait ça pour des programmes d'armement? C'est-à-dire, on vous dit, je dis n'importe quoi, mais on dit, OK, votre rôle, c'est de déplacer un groupe de combat en sûreté face aux menaces aujourd'hui, et vous vous débrouillez. Est-ce que ce serait ça que vous voudriez comme système? Oui, alors c'est une vision un petit peu extrême ou un peu idéale, mais effectivement, alors dans l'entreprise, on est beaucoup aussi sur ce mode-là, c'est-à-dire on donne pas forcément de façon détaillée quels moyens, quelles ressources doivent être déployés pour atteindre un objectif. On peut fixer des objectifs et on responsabilise les équipes pour l'atteindre. Effectivement, on dit, moi je veux, sur des grands indicateurs, tel volume, telle marge, etc. Et ensuite, une usine comme ici a certaines marges de manœuvre pour choisir ses moyens, gérer ses troupes, etc. Et derrière les acteurs, vous leur donnez des Mais de là à aller aussi loin que vous le dites, c'est-à-dire l'effet recherché et après l'industriel se débrouille. Bon, idéalement, pourquoi pas, pourquoi pas, mais ça imposerait une énorme, ou une très forte proximité et voire organique en fait entre l'industriel et les militaires, ce qui n'est pas forcément complètement le cas aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, c'est un débat qui est intéressant d'avoir. Comment on peut déléguer davantage, donner plus de responsabilités, plus manager ou commander sur objectif plutôt que sur l'ensemble des moyens pour atteindre l'objectif. Donc finalement, dans ce que vous m'avez dit juste avant, c'est vous regrettez qu'il n'y ait pas peut-être plus de planification de ces choses-là? Alors oui et non, parce qu'encore une fois, c'est un vaste débat, c'est un peu la quadrature du cercle. Pour avoir la visibilité, il faut une certaine planification. Aujourd'hui, on l'a avec la loi de programmation militaire, avec l'activité de la Direction générale pour l'armement. On a cette planification, on gère des grands programmes. Donc ça, c'est nécessaire, je pense, pour faire des systèmes très sophistiqués, très complets. Voilà. Et ça n'empêche pas qu'en parallèle, en fait, il faut les deux. En parallèle, on peut avoir aussi des boucles très courtes sur de l'adaptation, des évolutions, de l'intégration système, des nouveaux systèmes, etc. Donc, on peut y avoir des grosses plateformes qui mettent des années quand même à être
conçu sur un cahier des charges bien senti par la DGA, par exemple. Et puis derrière, des activités d'adaptation qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus réactives par rapport à la situation, une situation donnée sur un terrain donné. Vous faites quoi dans la même entreprise pour avoir ces deux esprits-là? C'est-à-dire une activité... Là, on est en train de décaler sur la partie leadership, mais on reviendra peut-être après aux autres sujets. Comment on fait dans une même entreprise pour avoir cet esprit? On est une grosse boutique, on répond à des appels d'offres comme à la Direction Générale de l'Armement, on se lance dans des programmes très longs. Et à côté de ça, des petites équipes start-up, on innove, on fait des boucles courtes. C'est ça. C'est très difficile. Ce qu'on a fait ici chez Arcus, c'est pas une formule magique, mais on a créé des petites entités en business unit, enfin des petites entités séparées. Par exemple, pour le développement du Tourello téléopéré Hornet et ses évolutions. Ça, c'est celui qui tire sur les drones. Exactement. Donc on a en fait créé une équipe un peu à part qui a ses propres moyens et qui permet d'aller en fait plus vite parce qu'ils sont un peu plus en mode start-up, si on veut, ou d'innovation que la grande machine qui, elle, sur les grands programmes. On a aussi créé à part aussi une direction de l'innovation pour gérer justement et puis stimuler tout type d'innovation. Alors, il y a de l'innovation technologique, mais aussi des innovations de processus, des innovations y compris l'innovation en interne, en sollicitant les idées sur vos des propres process, sur vos propres... Exactement. Et aussi en partenariat avec alors ça, c'est aussi important, l'innovation ouverte en partenariat avec des écoles, des startups, etc. Donc, on a fait beaucoup de choses sur la robotique, sur l'énergie, enfin, on a multiples domaines. C'est vrai qu'ils sont, on va dire, quand on les regarde, c'est vertigineux tout ce qu'il faudrait faire. Mais après, on essaye de faire des propositions. Vous allez peut-être pas pouvoir me répondre, mais quel est le projet le plus fou là, sur lequel ils sont lancés, ces innovateurs? Alors fou, c'est pas forcément. Alors c'est intéressant. Il y a des trucs qui semblent un peu, comment dire, de science-fiction, par exemple. Je sais pas, c'est le véhicule totalement transparent, c'est-à-dire que on puisse voir tout ce qui se passe autour, voir et entendre tout ce qui se passe autour quand on est à l'intérieur d'un blindé. Donc avec différents types de capteurs, etc. Bon, ça semble. Le nom du projet, c'est le véhicule transparent. Bon, je sais pas si on l'appelait comme ça d'ailleurs, mais enfin ça pourrait être le véhicule augmenté, effectivement, qui pourrait être totalement transparent, en tout cas, qui cache tous les bruits parasites et toutes les difficultés qu'on a quand on est à l'intérieur d'un véhicule pour appréhender l'environnement. Mais autrement, on fait des choses, j'allais dire, plus classiques, mais difficiles. Par exemple, la robotique. Donc là, robotiser, c'est le gros sujet du moment. Comment rendre autonome ou au moins téléopérable, mais avec de plus en plus d'autonomie, des plateformes terrestres pour de l'appui-feu, pour des missions de logistique ou d'évacuation. Donc on n'est pas les seuls à le faire, tout le monde travaille là-dessus, mais c'est quand même extrêmement difficile de voir où est-ce qu'on va atterrir. Donc on est encore dans certaines folies, on va dire. Ouais, donc vous travaillez sur des véhicules blindés autonomes pour dans 20 ans. Et alors ils sont pas forcément très blindés parce que par définition, s'ils sont autonomes, il n'y a personne dedans. Alors on peut les blinder ou les protéger pour éviter qu'ils soient détruits. Mais si ça peut être par exemple, un VAB, un véhicule de transport de troupes. Enfin, moi, si demain vous me dites le véhicule, j'ai pas besoin de pilote, ça me fait deux mecs en plus. Effectivement, il y a cette notion-là de véhicule plateforme existante qu'on peut téléopérer dans des missions, par exemple, où on peut économiser du personnel, mais aussi éviter d'exposer inutilement du personnel sur des transports logistiques, du déminage, etc. Mais on peut aussi imaginer, encore une fois, des systèmes totalement robotisés, non habités, par définition, et qui vont aller accomplir des missions en propre. Donc, par exemple, un petit robot équipé d'une tourelle pour aller faire de l'appui-feu sous les ordres évidemment d'un peloton. Ou voilà. Là, on est sur du high-tech, donc la robotisation, etc. Et en même temps, on voit dans le conflit en Ukraine que c'est aussi le retour du low-tech et d'engins qui coûtent pas cher, parce que dès qu'on sort des engins extrêmement chers, on l'a dit tout à l'heure, le moindre drone à $300 peut les détruire. Est-ce que dans le cadre de votre stratégie, des programmes d'armement que vous développez pour la montée en puissance, est-ce que vous travaillez sur un véhicule de faible coût, facilement qu'on peut produire en grand nombre?
Alors, j'allais dire oui et non, parce que en fait, dans notre gamme de produits, on a en fait ces deux gammes déjà, des gammes plutôt tournées vers l'export, comme celui que vous avez derrière vous, qui sont relativement low-tech. En fait, ce véhicule qui a l'air impressionnant quand même, mais c'est finalement un châssis de VLRA blindé. Donc ça part d'une base assez rustique et qu'on a protégée. Et c'est des véhicules qu'on exporte beaucoup, y compris en Afrique et dans le reste du monde, maintenant aussi en Europe, en Ukraine y compris, et qui sont considérés comme relativement low-tech, mais tout est relatif. Voilà. Mais c'est quand même pas des véhicules à 500 € évidemment. Il y a un point où il y a un général de brigade en Ukraine, j'ai plus son nom, il disait je préfère avoir 5 pick-up aujourd'hui que demain un T90 quoi. Alors, après, effectivement, la question peut se poser de l'utilisation de véhicules civils ou dérivés du civil, produits en grande série. La question, encore, ça c'est pas trop notre ADN de base, mais on discute avec les industriels civils, y compris. Vous connaissez tous évidemment le VT4, donc c'est un véhicule qu'on a pris sur étagère chez Ford et qu'on a militarisé. Alors il n'est pas protégé, mais clairement c'est des véhicules qui sont assez peu coûteux, tout est relatif, mais peu coûteux par rapport aux blindés. Mais on peut faire ça. La question, c'est quand même venant justement des armées et de la DGA, est-ce que on souhaite faire des très grandes quantités de véhicules issus du civil, ou est-ce qu'on veut quand même un certain niveau de militarisation qui du coup entraîne des coûts. Nous, on est un peu au service et à l'écoute. Si on nous demande de faire de la très grande série sur des bases civiles, on le fera. Par ailleurs, je pense qu'il faut avoir ce que je viens de dire là, c'est un peu des clichés qu'on entend beaucoup aussi parmi les militaires et c'est normal. Je pense qu'il faut aussi avoir la sagesse de prendre conscience que ce qui se passe en Ukraine, que ça se passe en Ukraine, peut-être que la guerre suivante sera pas du tout la même. C'est toujours le sujet. Il faut faire attention de ne pas se préparer à la guerre suivante sur la base des rétextes de la guerre actuelle. Il y aura évidemment des évolutions. Je pense que les rétextes actuels, ils sont très importants, très intéressants parce qu'il faut en tenir compte, mais il faut être aussi capable de se projeter à 5 ans, à 10 ans, dans des contextes qui peuvent être très différents. Donc, il faut faire attention à pas non plus se préparer à la guerre d'hier. Et en même temps, dans la guerre d'hier, il y en a une qui est dans votre ADN. En tout cas, j'ai lu ça dernièrement. C'est les taxis de la Marne. Renault a fourni, Renault a fourni en masse des véhicules pour l'armée française qui étaient des véhicules civils. Oui, tout à fait. Alors, c'était pas tout à fait Renault. Les taxis étaient des Renault, mais c'était des taxis parisiens. Et c'est les armées qui ont réquisitionné, d'une certaine façon, les taxis pour pouvoir transporter rapidement les renforts sur le front de la Marne et repousser les Allemands. À cette époque-là, mais plus généralement, si on se réfère à la Première Guerre mondiale, il y avait aussi la Voie sacrée. En fait, la Voie sacrée avec cette logistique de camions qui étaient surtout à Verdun et qui étaient pour alimenter Verdun et qui étaient des Renault, qui étaient des Berlier et qui ont en fait assuré une chaîne logistique permanente. Donc effectivement, il y a des précédents et je pense que les situations dans lesquelles on est, d'une certaine façon, on peut retrouver ces problématiques, c'est-à-dire la masse pour faire de la logistique et approvisionner des fronts, avec peut-être des véhicules plus issus du civil. Pourquoi pas? Encore une fois, ça peut être... Et en même temps, ça me fait penser que actuellement, et alors c'est un autre invité qu'on a eu dans le podcast, je mettrai aussi en description, on connaît Reicher, qui parlait de ces convois logistiques et qui disait un des faits là que nous enseigne la guerre en Ukraine et notamment la dronisation en masse, c'est qu'il n'y a plus de zone sanctuaire. C'est qu'auparavant, on avait la ligne de front. Déjà, on ne sait plus trop ce que c'est qu'une ligne de front actuellement en Ukraine. Et on avait l'arrière où on se disait, c'est bon, on est safe. On peut faire déplacer les camions de Renault pour déplacer des blessés, etc. Aujourd'hui, avec les drones qui peuvent miner en permanence le territoire, il va falloir d'autres véhicules très solides, même pour l'arrière. Exactement. Donc ça, c'est aussi l'autre tendance. Donc comment concilier les deux? Ça voudrait dire qu'effectivement, il faudrait des masses de véhicules plus blindés, solides, protégés, etc. Et là, évidemment, ça a un impact en termes de coûts. Comment on fait quand il y a une telle importance de la tech pour travailler avec les autres tout en gardant ses propres facteurs différenciants, ses propres assets? C'est aussi une très bonne question parce que on essaie évidemment chacun de protéger sa propriété intellectuelle. C'est ce qu'on a créé, c'est déterminé quand même dans des packages comme on dit, enfin des blocs de développement. Chacun garde sa propriété, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble sur le produit fini. Donc c'est une architecture juridique, mais aussi d'ingénierie, des plateaux communs, et sur un but
particulier. C'est-à-dire on partage pas tout sur l'ensemble du périmètre, mais sur un objectif commun, évidemment, on partage ce qui doit être partagé pour arriver au produit final. Sur Scorpion, BMR, Griffon Jaguar, donc c'est Arcus avec KNDS et Thales. Donc on est trois, on s'est mis ensemble pour réaliser ces matériels. Ça m'amène au chapitre leadership de ce podcast. Moi, je tiens toujours avec les invités à parler de la manière dont vous vous organisez. Donc parfois c'est des militaires, là c'est des civils. Donc aujourd'hui avec vous, Emmanuel Levaché, vous êtes CEO du principal constructeur de véhicules militaires en France. Vous m'avez dit tout à l'heure 90% des véhicules militaires de l'armée de terre, de toutes les armées françaises sont issus de vos usines. Vous avez, je crois, 1200 collaborateurs. Si on résumait votre rôle de chef à un job par jour, ce serait quoi ? Alors, résumer, c'est difficile de répondre à cette question, mais moi, enfin, personnellement, hein, c'est mon style de leadership, c'est la confiance, la délégation, et justement, on parlait tout à l'heure de commandement par intention. Je pense en tout cas, moi, je suis très sensible à ça, et je pense qu'on le pratique. Enfin, j'essaye de le pratiquer et de donner en fait ce niveau de confiance à mes collègues pour aller plus vite sur les objectifs, pour travailler avec un plus fort niveau d'engagement. Encore une fois, engagement pour le résultat final qui est en fait la mission, la satisfaction du client et de l'utilisateur. Donc, on n'est pas, enfin en tout cas moi je me sens pas du tout dans le micromanagement comme on dit, donc je veux pas détailler chaque tâche d'un processus, mais plutôt sur la délégation et la mise en confiance aussi des équipes pour y arriver. Alors c'est théorie, c'est pas toujours facile à faire. Mais alors justement voilà. Dans la pratique, est-ce que vous avez un exemple de situation où vous avez cherché justement à remettre de l'autonomie là où dans les anciennes structures, les anciennes manières de faire, on était quand même beaucoup plus dirigé. Il y a un exemple qui me vient en tête qui est très très important vu des usines, hein, des ateliers. On a créé ce qu'on appelle des UEP, donc unités élémentaires de production, c'est-à-dire des petites équipes qui sont autonomes. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des équipes de la taille en fait d'une section, c'est-à-dire 8 à 10 personnes, ce qui est une taille humainement gérable, on va dire, par un chef. Alors c'est plutôt un groupe de combat. Voilà, un groupe de combat. À 10, absolument, la section c'est pour 30. être précis. Mais en effet, il y a plein de recherches là-dessus qui expliquent que au-delà de 8-9, en fait, on n'arrive plus à commander ou à manager. Eh ben, on applique en fait ce principe au niveau de ces UEP, et chaque équipe est relativement autonome. Elle a un chef, mais qui est un chef parmi eux, c'est-à-dire un opérateur parmi l'équipe qui prend une position de leadership et de coordination, qui n'est pas vraiment un hiérarchique, mais qui est une sorte de délégué, si vous voulez, de cette équipe. Et chaque équipe gère son activité de façon, alors pas totalement autonome évidemment, puisqu'elle dépend aussi des autres, mais de façon autonome, c'est-à-dire avec des indicateurs qui sont affichés, hein, qui sont partagés tous les matins au niveau de l'équipe. Et ensuite, cet échelon-là, il est remonté à l'échelon du dessus au niveau d'un atelier, puis ensuite d'une usine et de l'ensemble des opérations. Mais ça permet en fait d'autonomiser, de responsabiliser chaque équipe sur ce qu'elle a à faire, ses objectifs, qui sont d'ailleurs aussi des objectifs de sécurité au sens sécurité physique, de qualité, de délai, de coût. Et chaque équipe gère ses indicateurs. Pourquoi cette relative horizontalité dont vous venez de parler, le fait que vous avez dit pas de hiérarchie ou peu de hiérarchie, alors moi ça frappe à un militaire. Pourquoi ça vous paraît être un facteur d'efficacité ? Je dis pas de hiérarchie, mais effectivement une hiérarchie qui est pas forcément très verticale. Effectivement, il y a une certaine horizontalité. Ça veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de hiérarchie. C'est-à-dire la hiérarchie, elle détermine les objectifs, justement. Elle donne aussi les moyens, les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs. Elle anime un certain nombre de processus. C'est pas l'autogestion, hein, c'est clair. Mais il y a toujours un cadre, il y a toujours un manager. Bien sûr. Et elle est aussi capable, évidemment, d'orienter, voire de sanctionner si les choses se passent pas bien, etc. Mais encore une fois, le niveau de confiance accordé aux équipes autonomes, et ça vaut aussi dans les bureaux, etc., c'est
important parce que c'est ça qui permet de responsabiliser. Si vous voulez, c'est pour que les gens se sentent engagés, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut qu'ils se sentent responsabilisés, qu'ils se sentent respectés bien sûr, et qu'ils ne soient pas juste traités comme un petit maillon dans une chaîne dont ils comprennent pas la finalité. C'est intéressant que je m'intéresse beaucoup à la théorie organisationnelle des collectifs, qu'ils soient civils ou militaires. Je crois, j'espère pas dire de bêtises, mais que toute cette théorie qui cherche à réduire les unités, les unités de production dans votre cas, je crois que c'est inspiré par le monde militaire qui a justement compris que, vous avez cité l'exemple des groupes de combat, que au-delà de 8-9, c'est dur de commander une troupe et en fait on n'a plus les mêmes leviers d'engagement. Moi, ça apporte carrément de l'eau à mon moulin, où je cherche à dire que en hybridant les manières de commander et les manières de manager, en faisant dialoguer le leadership civil et militaire, on s'améliore tous collectivement, à la fois les soldats et les entreprises. Est-ce que vous, qui êtes au carrefour de l'activité militaire, avec une entreprise civile, où vous avez des conseillers militaires, vous avez des employés, est-ce que ça a changé votre leadership? Est-ce que vous avez mélangé management et commandement? Je crois. Moi, je viens du civil. Hein. Je suis dans la défense depuis un peu plus de 10 ans, donc j'ai le temps effectivement de bien rentrer. Mais je pense que la différence, une des grandes différences, c'est justement le niveau d'engagement et le sort de supplément d'âme qui est requis dans la défense par rapport à la mission ultime. Ce qui n'est pas le cas quand vous fabriquez une voiture, évidemment, on veut bien faire, on est soucieux de la qualité, on a un client qu'on veut satisfaire, mais bon, à la fin, on vend un produit de consommation, bon, c'est un peu banal, maintenant, ça se remplace, etc. Là, on n'est pas du tout dans la même idée, donc on fait des matériels pour faire la guerre, avec des gens qui risquent leur peau, donc c'est pas du tout la même finalité, évidemment. Ce niveau d'engagement supplément d'âme, il est beaucoup plus fort dans la défense. Donc, je pense que c'est première chose. Et effectivement, pour générer ce niveau d'engagement, c'est peut-être encore plus de responsabilisation et de faire appel en fait à ce sens des responsabilités des salariés, beaucoup plus que dans le monde civil. Moi, c'est ça qui m'a frappé en termes de différence. Bon, après, il y a plein d'autres différences. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu chez des chefs militaires avec lesquels vous avez rencontré, qui a inspiré votre manière, vous, de manager, d'engager vos équipes? Oui, on a effectivement, comme vous l'avez dit, déjà des anciens militaires qui sont dans nos rangs, dans nos managers. On mélange pas mal d'ailleurs. Et puis je rencontre évidemment beaucoup de monde dans les armées, différents niveaux. Je pense que il y a cette notion de vision, planification qui peut être très fine en fait dans les armées, mais à la fin, comme on dit, on fait des plans, mais on sait de toute façon le moment. C'est la première chose qui explose au premier coup de feu. Et ben c'est le premier truc qui saute, c'est le plan qu'on a fait. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Exactement. Et d'ailleurs, ça va aussi avec l'entraînement. D'ailleurs, l'entraînement, c'est-à-dire c'est planifié, répété. On sait que ça se passera pas exactement comme ça. Par contre, sur le terrain, quand on a bien planifié, c'est bien entraîné, ben on a les réflexes, on peut faire les choses. Mais à la fin, il y a quand même une dose pas d'improvisation, mais en tout cas d'adaptation extrêmement rapide à des situations imprévues. Et ça, je trouve le mélange des deux très intéressant. Parce que finalement, dans les entreprises, c'est un peu ça, moins extrême. Mais c'est vrai qu'on planifie beaucoup, on essaie de tout prévoir. À la fin, les choses se passent jamais tout à fait comme prévu. Est-ce qu'on a les mêmes capacités d'adaptation? Peut-être pas. Donc c'est peut-être ça qui peut être inspirant. Je trouve ça très fort parce que, en effet, alors je veux pas faire la voix du parti et dire la grandeur des armées françaises, mais c'est vrai qu'il y a ce grand écart qui parfois crée des frictions entre de la planification et parfois on se dit qu'on est les seuls à planifier aussi loin dans nos secteurs. Et à côté de ça, à la petite semaine, parfois être capable de changer, de s'adapter du jour au lendemain sur le terrain. Vous, est-ce qu'il y a eu un moment de crise dans votre carrière comme capitaine d'industrie qui vous a marqué, une grosse crise que vous pourriez me raconter et dans laquelle peut-être justement ce dialogue civilo-militaire a pu vous servir? Oui, il y en a une qui me vient à l'esprit, qui est assez connue, assez banale globalement, mais qui a eu des implications particulières. La Covid, la crise Covid que tout le monde a connue. Bon, ça a été quand même un choc, ça nous est tombé dessus brutalement. Je me souviens encore, comme c'était hier, le 17 mars, le dimanche soir, le président de la République a parlé. Donc on a vu la gravité de la situation.
Et effectivement, en tant que chef d'entreprise, il y avait vraiment un dilemme. Personne ne savait ce qui allait se passer à cette époque-là. Et par exemple, dans un site comme celui-ci, premier réflexe, protéger les salariés, parce qu'on ne savait pas à quoi on s'exposait, à continuer à travailler et à se retrouver. Mais deuxième réflexe, mais j'allais dire concomitamment, c'est-à-dire au même moment, le dimanche soir du 17 mars, continuer à fournir ce dont les armées ont besoin. Parce que autant des usines civiles, elles peuvent dire, bon, on arrête, on verra dans 2 semaines, nous, on ne pouvait pas arrêter. Donc, en fait, la question, ça a été bien sûr de prendre des mesures de protection des salariés. À l'époque, vous souvenez-vous, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. Donc, on a bricolé ici avec les masques des peintres, etc., pour quand même que le minimum d'activité soit maintenu, malgré tout, pour livrer les pièces de rechange, ce qui était quand même important pour le soutien, et puis pour petit à petit continuer l'activité de production. Je vous ai demandé ce qui vous faisait vous lever le matin. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir parfois ? Moi, ce qui peut m'empêcher de dormir, c'est quand on a des problèmes techniques. Ça arrive, hein, on a des machines qui roulent, qui sont complexes. Donc, ça arrive qu'on ait des problèmes techniques, il y a eu des problèmes de qualité, un accident qu'on n'a pas forcément complètement expliqué. Et donc, ça c'est des soucis qui peuvent m'empêcher de dormir, ou en tout cas qui me font gamberger la nuit. Et évidemment qu'on traite en priorité avec les collègues. Mais bon, ça c'est. Vous avez déjà eu un retour un peu brutal d'un utilisateur de vos... Ah oui. Et alors, vous pouvez me raconter ? Il y a des exemples, mais on a, je sais pas. Alors parfois, c'est d'ailleurs, ça peut être lié à des problèmes techniques ou à des problèmes d'usage qui sont décalés par rapport à ce que nous on avait prévu. Pas anticiper forcément. Voilà. Ouais. Alors, je sais pas, le véhicule que vous avez derrière moi là, c'est le poids lourd des forces spéciales. C'est un véhicule qui a mis du temps à justement. Je crois que maintenant, il est assez apprécié. J'espère. Mais en tout cas, même s'il est apprécié, c'est jamais tout à fait exactement ce qu'il faudrait. Donc en fait, la difficulté pour nous, c'est d'être capable de nous adapter très vite, sachant que nos marges de manœuvre sont aussi limitées. Alors voilà, est-ce qu'il a assez de charge utile? Est-ce qu'il peut, parce qu'il est conçu plutôt pour aller dans le désert. Donc est-ce que s'il est maintenant s'il va dans les pays froids, est-ce que c'est bien d'avoir un véhicule ouvert, etc. Donc c'est pas que ça moi ça m'empêche pas de dormir, mais je veux dire on a des challenges en fait en permanence, des challenges techniques qu'il faut relever et des adaptations qu'on aimerait bien faire qu'on peut pas forcément faire. Et on a un utilisateur au bout qui râle ou qui est pas content ou qui voudrait autre chose, etc. Donc c'est difficile, effectivement, que chacun individuellement soit satisfait. On est obligé quand même de regarder la grande moyenne. On arrive bientôt au terme de cet entretien. Je termine toujours par 2 questionnaires. D'abord un qui est désagréable pour vous, mais intéressant pour nous, et après on pourra le développer. C'est le questionnaire à réaction flash QRF. L'idée, c'est de répondre comme un soldat par affirmatif ou négatif. Vous avez droit à 1 ou 2 jokers, et surtout, on peut développer après. Ouais. Voilà. Certaines reviennent un peu sur les sujets qu'on a eus dans l'entretien. Emmanuel Levacher, est-ce qu'il y a un dilemme moral à fabriquer des véhicules de guerre ? Négatif. La France peut-elle être autonome dans la production de véhicules de combat ? Affirmatif. Et donc l'Europe aussi ? Affirmatif. L'industrie de défense est-elle capable d'affronter une guerre de haute intensité aujourd'hui en France ? Affirmatif, avec quelques conditions pour y arriver complètement. Doit-on basculer dans une économie de guerre ? C'est difficile. Je vais dire négatif. Non pas que je pense que ce soit pas souhaitable, mais je pense que le moment n'est pas encore tout à fait arrivé. Ouais. Mais cela dit, peut-être que ça va arriver, il faut s'y préparer. L'Ukraine a-t-elle sonné le glas des blindés high-tech ? Négatif. Est-ce qu'il y aura encore des pilotes dans les chars en 2036 ? Affirmatif, mais j'imagine que le char, alors c'est pas notre cœur de métier, mais le char, il aura des véhicules ou des plateformes, des ailiers ou des plateformes robotisées qui agiront avec lui, comme d'ailleurs les avions. Donc il y aura toujours probablement un pilote dans le char, mais il y aura plein de trucs autour qui seront pas pilotés. Faut-il plus de start-up dans la défense ? Affirmatif. Allez-vous devenir le leader européen de la mobilité militaire ? Je suis obligé de dire affirmatif, mais on n'y est pas encore. Il y a encore du boulot. Merci pour ces réponses. Allez, je termine par le questionnaire un peu Bernard Pivot et version Légion étrangère. Emmanuel Levacher,
si vous étiez un expert en camouflage, qu'iriez-vous espionner ? Ouais, en pensant à cette question, je me suis dit qu'en fait, ce que j'aimerais espionner, c'est le quartier général ennemi. C'est-à-dire finalement que ce soit l'entreprise concurrente ou parce que finalement, ce dont on manque toujours, c'est finalement c'est l'information sur la faiblesse de nos concurrents, de nos adversaires. Et donc bon, après c'est un peu banal de dire ça, mais c'est vrai que finalement. Moi, je sais pas, c'est pas de la pure curiosité, mais là, ce serait vraiment un outil essentiel pour réussir et les battre. Bah vous fabriquez des boucliers, donc c'est intéressant de savoir comment le glaive s'affûte de l'autre côté, bien sûr. Ouais. Que répondez-vous aux gens qui pensent qu'on ne devrait pas travailler pour l'industrie de défense ? Qu'ils ont tort, enfin que c'est absurde d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a, enfin. Encore une fois, on n'est pas obligé de travailler pour l'industrie de défense, mais de là à dire qu'on ne devrait pas travailler pour, c'est totalement idiot, parce qu'il n'y a pas de prospérité sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans de quoi se défendre, une armée, des moyens, des armes. Et donc, si on ne les fabrique pas et qu'on n'est pas autonome en la matière, eh bien, on est potentiellement asservi. Donc, je pense qu'il y a, enfin, pour moi, il n'y a pas... C'est un raisonnement un peu, comment dire, un peu absurde ou idéologique, qui est pas du tout pragmatique. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment pragmatique. Je crois que les derniers événements ont un peu clos le débat en Europe. Ouais. Votre juron, gros mot ou blasphème favori, et vous avez le droit aux langues étrangères. Bon, je dirais classique, merde. Le mot de Cambronne. Voilà. Le livre que vous emporteriez sur le front. J'ai hésité un peu, mais en y réfléchissant, je me dis Robinson Crusoe. Ah, un truc où on se dit on est seul, mais la situation. Alors le livre est passionnant, etc. Mais on est seul, mais il y a de l'espoir et on s'en sort à la fin. Votre patrie, si ce n'était pas la France? Alors là, j'hésite entre plus petit ou plus grand. Si c'était plus petit, ce serait la Normandie, mais ça, c'est pas très original. Mais par contre, moi, j'aime bien plus grand l'Europe. D'accord. L'Europe, voilà, pour ses valeurs et pour ce qu'elle représente. La devise que vous graveriez sur votre épée? Là, je vais être super classique. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise-là, elle est finalement, on la connaît tellement qu'elle devient même un peu, on a l'impression que c'est galvaudé, mais quand on y réfléchit, elle est très, très, très forte. Elle irrigue les valeurs de votre entreprise? En tout cas, les miennes. Après, on essaye. Pas de facile à concilier parce qu'en fait, c'est des valeurs un peu... Elles sont un peu paradoxales parfois. Un peu paradoxales. Donc. Mais on va pas aller sur ce sujet aujourd'hui. Au nom de quoi pourriez-vous mourir? Premier réflexe, ma famille, c'est-à-dire vraiment mes proches, ma famille, voilà, le réflexe, c'est un peu frère d'armes aussi ou proximité immédiate, c'est ça qui me ferait sortir de mes gonds ou aussi me faire sortir et me faire prendre un risque ultime. Après, si on élargit la famille, ça peut être la très grande famille du pays ou un peu au-delà. Et dernière question, si le diable marchait avec vous, que lui diriez-vous? En latin, ce serait vadere retro, mais en français, récent, ce serait bouge de là. Quoi. Ouais. Mais merci beaucoup. Merci, capitaine. Ça fait un plaisir. Armée de terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.